Diem25 est un mouvement qui travaille sur un certain nombre de piliers thématiques à long terme. Il y a New Deal économique, il y a transparence et démocratie, il y a les migrations, il y a la transparence technologique, il y a la culture. C'est sur l'aspect vert, l'aspect New Deal, Green qu'on va parler aujourd'hui. Diem25 se lance aussi pour les élections de 2019 avec le Printemps européen, qui a un certain nombre d'alliances avec des partis en Europe. En France, c'est Génération. Et un programme qui est en train de s'élaborer, qui peut être amélioré et dont on va dire qu'il faut l'améliorer, notamment dans le domaine environnemental. Et de ça, eh bien, on va parler. Alors, il y a bien des dimensions dans la crise environnementale et on a choisi d'en privilégier deux. Un, eh bien, la planète brûle. On a vécu cet été les canicules. On sait que le dérèglement climatique peut prendre d'autres formes que la canicule, mais il y a la question urgente du climat. Deux, la biodiversité qui est extrêmement menacée. Et en sachant que la catastrophe, ce n'est pas qu'elle est devant nous, c'est qu'on y est. Alors, avec moi, Adeline de Lépinay, de l'organisation 350.org, Mathieu Colletter, docteur en biologie marine et de l'organisation Bloom, qui s'occupe notamment de la biodiversité et de la sauvegarde des fonds marins. Je vais laisser chacun d'entre eux présenter plus précisément leur organisation. Et puis, plutôt que du constat de la catastrophe, eh bien, on a choisi de parler solutions, préconisations, actions possibles. Donc, Adeline, 350.org, et Adeline est une activiste qui fait le lien entre l'urgence sociale et environnementale, puisqu'elle est beaucoup dans la mobilisation citoyenne. Et elle a été notamment une cheville ouvrière de la grande marche pour le climat de samedi dernier. Donc Adeline, sur 350.org, sur ton rôle et sur cette marche pour le climat. Merci beaucoup. Donc bonjour, donc Adeline de Lépinay, moi je travaille donc avec 350.org. À titre personnel et militant, moi donc je suis notamment organisatrice, ça veut dire que mon métier c'est de susciter et accompagner des dynamiques collectives politiques, donc avec des postures et des méthodes d'éducation populaire et de organizing. Et donc j'ai travaillé cet été avec 350.org sur la mobilisation qui a eu lieu samedi dernier sur le climat. Donc 350.org, c'est une ONG internationale qui a été créée en 2008 et dont l'action est de lutter contre le réchauffement climatique en ciblant notamment contre les industries fossiles. L'idée, c'est de construire un mouvement de masse qui soit une coalition entre des organisateurs, des organisatrices et des groupes locaux d'activistes. 350, vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire. C'est en fait 350 ppm. 350 ppm, qui veut dire partie par million. C'est le niveau maximum possible de concentration du CO2 dans l'atmosphère à ne pas dépasser si on veut une séquence. Est-ce que je prends le tien peut-être ? On va tester avec celui-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il est mieux. Donc c'est le niveau maximum de concentration de CO2 dans l'atmosphère à garder si on veut garder une sécurité climatique. À savoir qu'au XVIIIe siècle, au moment avant que se lance le capitalisme industriel qui se base sur les énergies fossiles, on était à 280 ppm, ce qui était à peu près le niveau d'équilibre voilà, qui était normal et tenable. Et aujourd'hui, on est au-delà de 400. Alors que le seuil déterminé par les scientifiques pour une sécurité climatique, c'est 350. Donc 350 agit pour une sortie des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'on mène des campagnes contre les énergies fossiles pour les énergies renouvelables, ce qu'on appelle des campagnes zéro fossiles. Donc on cible ces campagnes contre les industries qui exploitent les énergies fossiles, qui sont les plus riches, les plus puissantes de notre planète, et dont l'activité est une menace pour toutes et pour tous. Une activité pour tout le monde, mais pas encore pire pour certains que pour d'autres, puisque ce sont les populations et les pays qui sont les moins à la cause du dérèglement climatique qui en subissent les premiers effets. Donc en plus, il y a cet effet d'injustice environnementale qui est très forte.
et qui fait que nous, on va essayer de se battre aux côtés des communautés qui sont les premières impactées et de construire un mouvement global international aux côtés de ces communautés pour faire changer les choses. Donc notre méthode, en fait, c'est d'agir, de déconstruire la légitimité des industries fossiles, parce que le fait d'exploiter du combustible fossile, c'est-à-dire du pétrole, du charbon, du gaz, c'est quelque chose qui paraît relativement normal. C'est le fameux « on n'a pas le choix ». Il n'y a pas d'alternative, on ne pourrait pas en changer. Et donc on travaille à changer ça et à détruire la légitimité de l'exploitation du combustible fossile. Donc on vise, on est vraiment sur un travail d'image et de déconstruction, de culpabilisation là-dessus, de manière à rendre ces industries infréquentables et à notamment faire que les investisseurs et les financeurs lâchent ces projets-là. Donc ça se fait dans différents cadres. On fait ça notamment, on attaque les personnes donc, qui travaillent en lien avec les industries fossiles. Donc, ça peut être des écoles, des universités. On a une campagne qui s'appelle Pas de pétrole dans nos écoles, avec par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, à Sciences Po, un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui agissent et qui font régulièrement des actions dans le cadre de leur fac pour demander que leur école arrête de faire des partenariats avec les grandes firmes de l'industrie fossile. On a pareil un groupe d'activistes qui s'appelle Libérons le Louvre et qui fait régulièrement des actions pour dénoncer le fait que le Louvre est très largement subventionné par la Fondation Total. Et le message, c'est que si vous acceptez les financements de Total, c'est que vous financez d'où vient cet argent et la façon dont il est produit. Il y a aussi des campagnes zéro fossile, et notamment la ville de New York qui a porté plainte contre les industries fossiles, leur demandant de payer le coût de l'adaptation au réchauffement climatique. Et là, on est en train de pousser Paris à faire la même chose. Et ce n'est pas exclu qu'ils le fassent. Donc il y a cette idée aussi vraiment de rendre coupables les industries fossiles de tout ça. Donc, et la campagne principale et la plus efficace sans doute, c'est d'agir directement contre les banques, contre les financeurs de ces projets-là, donc les banques publiques, les banques privées, et banques publiques notamment au niveau européen, mais pas seulement, et les banques privées, notamment les banques de chez nous, donc banques françaises et banques européennes. Et on reviendra sur la forme des actions, sur le lobbying. Enfin, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions et de choses à dire aussi sur les modes d'action possibles et leur échelle. Mathieu, donc, pour Bloom. Alors, Bloom, petite ONG fondée en 2000, j'ai toujours peur de me tromper sur la date, donc peut-être c'est une bêtise, mais 2004 ou 2005 par Claire Nouvian, beaucoup axée sur la conservation du milieu marin. On s'est notamment fait connaître à travers la campagne contre la pêche en eau profonde, où il y avait plus de 900 000 personnes qui avaient signé une pétition avec cette BD qui avait beaucoup tourné. Et donc nous, on est une petite ONG 8 où on est 3-4 chercheurs dedans, à justement essayer d'axer beaucoup nos plaidoyers et nos actions sur la recherche et sur la conservation du milieu marin, et puis aussi à travers la protection et la promotion des méthodes de pêche artisanales, donc qui sont généralement plus douces pour l'environnement. Et donc en ce moment, on a plusieurs combats et qui font beaucoup écho à la problématique européenne. Donc on a notamment le combat contre la pêche électrique en ce moment, qui n'est pas fini, parce que souvent j'entends la pêche électrique est interdite. Non. Le Parlement a voté contre, mais c'est en train d'être négocié au niveau européen dans le trilogue, qui est en la Commission, les États membres, le Conseil et le Parlement qui négocient dans une chambre noire où on n'a pas accès. On a un peu des on-dit à droite à gauche. Et puis aussi sur les dossiers des subventions, sur le dossier de la biodiversité en haute mer, sur le dossier des labels. Et donc quel label pour les produits de la mer et quelle consommation durable. Donc voilà, on essaye de couvrir un peu large malgré la petite équipe. Et puis voilà, de travailler sur ces différentes problématiques pour arriver à un pacte durable entre l'homme et l'humain. Enfin l'homme et la mer, pardon. Voilà, sur ces problématiques. Merci. Alors déjà, ça sera intéressant de voir comment et où vos combats se croisent. Alors Adeline, une question tout de suite. Il y a eu cette marche impressionnante pour le climat et on a tout de suite envie de poser la question. Une marche qui a eu un succès incontestable et après ? Oui, en fait, cette marche, elle a une histoire double. C'est-à-dire que la journée du 8 septembre est, depuis des mois, nommée Journée mondiale d'action locale pour le climat, parce que la semaine dernière, il y a eu un sommet sur les questions climatiques qui a eu lieu en Californie,
à l'invitation du gouverneur de Californie. Donc partout dans le monde, samedi dernier, il y a eu des actions pour mettre la pression sur ce sommet-là, pour dire aux élus locaux, c'était un sommet qui regroupait des élus locaux et des dirigeants d'entreprise, en leur demandant, on vous demande instamment de prendre des décisions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc du coup, notamment 350.org a agi partout dans le monde pour qu'il y ait des actions ce jour-là pour faire pression sur ce sommet. Le contexte français fait que 2 semaines avant, Nicolas Hulot a démissionné en dénonçant l'impossibilité de faire des choses de l'intérieur, la puissance des lobbies, etc. Ce qui a fait énormément. Ce qui a fait énormément réagir beaucoup de monde. Et finalement, il y a eu un élan populaire pour faire que cette journée du 8 septembre soit une grande journée de protestation et un grand cri d'alarme de la part notamment en France sur on est dans la rue, on est là, on veut que ça bouge, on ne se satisfait pas du fait qu'on dise que c'est pas possible de faire autrement. Donc du coup, samedi, il y a eu 150 000 personnes dans la rue, dans 100 villes de France, dont 50 000 à Paris. Ça a été assez énorme, tout le monde a été très surpris, assez dépassé par la situation, ce qui est une excellente nouvelle. C'est des marches qui se sont donc décidées très vite par il y avait une infrastructure derrière qui a permis que ce soit possible, que ça se passe bien, etc. Mais il n'empêche que la majeure partie des gens qui sont descendus dans les rues sont des gens qui ne sont pas organisés tout court, et en tout cas pas organisés sur les questions de climat. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui à comment est-ce qu'on fait que cette force potentielle de mobilisation se transforme en un mouvement coordonné et capable d'avoir une force de pression sur les industries fossiles notamment. Et du coup, dans ce cadre-là, donc il y a plein de gens, plein d'organisations qui proposent, qui sont déjà en campagne, etc., et que les gens peuvent rejoindre pour faire avancer ces campagnes-là. En ce qui concerne 350.org, nous, notre principale action, c'est de monter ce qu'on appelle des groupes zéro fossile un peu partout en France, qui soient des groupes d'activistes coordonnés entre eux, capables de faire des actions, notamment visant les banques qui financent les industries fossiles, pardon. Donc, en fait, nous, notre méthode, comme je le disais, c'est de culpabiliser le fait de fréquenter et de financer les industries fossiles. Donc, on fait un gros travail pour délégitimer et on attaque les banques pour dénoncer aux yeux du grand public le fait que ces banques-là, malgré ce qu'elles disent, parce que très souvent, elles ont des discours verts, financent l'industrie fossile. Donc il y a les banques privées et il y a eu notamment une grande campagne entre 2015 et 2017 contre la BNP Paribas qui a abouti à une victoire, c'est-à-dire que la BNP Paribas a pris des engagements effectifs de retrait de financement pour un certain nombre de projets que je pourrais vous détailler si vous voulez. Et on mène aussi une campagne spécifique contre la Caisse des dépôts et consignations, puisque la Caisse des dépôts et consignations gère notamment des fonds issus du livret A, du livret développement durable, des fonds de retraite et encore d'autres. Et notamment en ce qui concerne le livret de développement durable, mais également les autres, on ne s'attend pas à ce que ça serve à financer l'industrie fossile. Or, ça finance très largement l'industrie fossile. Donc nous, on documente ça. On a fait un rapport qui est sorti en décembre 2017, là, qui argumente et montre ce qui se passe réellement, parce que c'est extrêmement opaque. Et la question se pose de la même façon avec les banques publiques européennes, donc la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui financent également avec des montants colossaux l'industrie fossile en France, en Europe, en France et aussi dans le monde. Et du coup, on essaie de démêler tout ça parce que c'est énormément, c'est très très opaque. Et on essaie de rendre les gouvernements responsables parce que c'est eux qui sont les actionnaires. Les décisions, elles sont prises aussi au niveau de l'Union européenne. Voilà, après, précisément, je ne suis pas... mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour empêcher ces financements-là par les banques publiques et privées des industries fossiles ? On reviendra sur ce sujet parce que précisément c'est un des axes du programme de Diem, déjà cesser de subventionner au niveau de l'Europe l'industrie fossile. Mathieu, je voudrais savoir déjà comment ce combat sur le climat rejoint celui sur la biodiversité marine, puisqu'il y a la question de la montée des océans. Et puis également, notamment
au niveau Europe, de quelle manière agir, de quelle manière se battre et quel lobby contrer? Alors sur la question du climat, il y a un énorme lien de toute façon entre l'océan et le climat, ne serait-ce que parce que l'océan est le régulateur du climat, et que dans l'océan, on voit déjà les impacts du changement climatique à travers les mouvements d'espèces, les conflits que ça peut engendrer. Donc les scientifiques travaillent beaucoup là-dessus, sur les mouvements d'espèces, les conflits que ça peut engendrer. On a aujourd'hui un état des lieux qui est assez catastrophique et des prédictions qui le sont encore plus, avec notamment tous les pays tropicaux qui vont souffrir de ces disparitions d'espèces, de ces remontées d'espèces vers des eaux plus fraîches. Et c'est typiquement des pays en Afrique de l'Ouest qui dépendent du poisson pour l'apport protéique, dont la culture est aussi basée sur le poisson. C'est aussi toute la problématique des peuples indigènes. Et on en a aussi en Europe, notamment dans le Grand Nord ou à travers les territoires français. Donc voilà, donc on a un lien énorme et une préparation en tout cas sur la gestion à faire, c'est-à-dire que le climat n'est pas encore assez intégré à la gestion. On gère les stocks de poissons comme ça, on va faire un état des lieux sur ce poisson, sur ce poisson, sur ce poisson, et on n'a pas encore de préparation, de cadre pour vraiment inclure le changement climatique et quels impacts ça peut avoir sur la pêche. Et donc après sur les modes d'action, nous justement on dépend un peu de trois choses. Il y a trois grands leviers. On a tout d'abord la science, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, à chaque fois qu'on monte un dossier, qu'on monte un plaidoyer, de se baser sur la science, de produire de l'expertise scientifique et de faire un peu l'état des lieux des connaissances scientifiques, donc typiquement sur la pêche électrique, typiquement sur les pêches en grand fond, où le travail a été fait. Voilà, on a fait ce travail. Après, on dépend aussi des citoyens, c'est-à-dire notamment des mobilisations citoyennes. Cette pétition sur les grands fonds, sur la pêche en profondeur, ça a été une des pétitions qui a rassemblé le plus de signatures. 900 000, et puis le serveur a pété, donc ça doit être plutôt 1 million. Mais globalement, voilà, sans ces pétitions, et sur la pêche électrique, on l'a fait aussi, on ne représente pas grand-chose. Donc on a aussi besoin d'avoir ces relais citoyens. Et enfin, le dernier levier, c'est d'avoir des relais politiques, médiatiques, associatifs, et donc d'essayer de faire monter cette cause à la fois dans l'opinion publique, à la fois dans les médias, à la fois aussi d'engager des politiques dans ces discussions, de les avoir sur la caméra qui disent qu'ils vont se battre, parce que généralement ça les fait se battre. S'ils ne s'engagent pas publiquement, généralement c'est un peu plus lent. Et puis des relais associatifs, parce que nous on est une petite association, et donc on a aussi besoin d'avoir cet écosystème d'associations. Notamment on s'est joint à la marche 350.org, parce que voilà, c'était important qu'il y ait aussi tout ce monde associatif qui se rassemble autour de cette cause. Et donc on va dépendre de ça aussi. Donc c'est un peu nos trois leviers et comment on peut essayer d'agir, avec aussi une action plus spécifique au niveau européen, avec du lobbying, avec du contact qui est fait, alors on appelle ça du plaidoyer nous, parce que le thème des lobbies en ce moment est un peu présent, mais nous on ne représente pas d'intérêt privé, on représente l'intérêt général. Donc on n'aime pas trop on est un lobby, on est classifié comme lobby, mais on représente l'intérêt général et on fait plutôt ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire essayer de faire monter cette connaissance scientifique, cette exaspération citoyenne au niveau des politiques. Voilà. Bien. Parenthèse, parce que j'imagine que certains d'entre vous, le climat n'épargnant pas, la fête de l'UMA sont en train de cuire. Donc vous pouvez éventuellement vous rapprocher un petit peu vers l'ombre si vous le souhaitez. Et puis, ça n'est ni un monologue, ni un trilogue. Donc, la parole est à vous si vous souhaitez aussi interpeller, poser des questions, intervenir et demander des précisions, soit à Mathieu, soit à Adeline. Bonjour, merci. J'ai une question pour 350.org. Je suis évidemment en qualité de militant à Diane 25, je suis évidemment très concerné par la question de l'organisation financière. Il semble quand même que... Alors j'aimerais avoir des chiffres parce que je n'en ai pas, mais j'ai cru comprendre que par rapport aux investisseurs, en effet, si les forces publiques, notamment sur la France, j'ai relevé presque 3 milliards d'euros d'investissement public dans les activités fossiles.
C'est énorme et c'est à dénoncer, c'est votre travail. Mais j'ai cru comprendre aussi que si les forces publiques et les politiques n'en sont absolument pas conscients, les investisseurs que représentent les assurances, et notamment les assurances d'assurance, sont, elles, extrêmement mobilisées sur la question du climat, se rendent compte qu'il y a une perte considérable d'argent à assez court terme pour eux, et qu'il y a un grand changement de nature ou plutôt de regard qu'ils ont sur cette question. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Moi, je vais peut-être pas avoir de réponse très chiffrée et très précise. On a sorti des rapports là-dessus, mais que je ne connais pas par cœur. Moi, je suis plus sur la mobilisation. Voilà. Le fait que les assurances, ah oui, très clairement, oui, c'est à la fois un risque pour elles et à la fois une opportunité, puisque très clairement, il y a eu un article en une des Échos il y a 2-3 mois qui disait que l'écologie était la seule façon de sauver le capitalisme. C'est-à-dire que c'est aussi un nouveau marché, y compris pour les assurances. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à assurer parce qu'il va y avoir des saletés de catastrophes. Donc ils en sont très 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 conscients et ils ont des experts qui sont très documentés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont loin d'être à la ramasse sur le sujet. Ils sont très 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 au courant. Peut-être que Mathieu a des choses à rajouter. Non, rien de... Enfin, oui, je confirme, c'est clair et net que de toute façon, au niveau des assurances, il y a des choses qui sont mises en place. Ne serait-ce qu'à travers, par exemple, la montée du niveau des océans, le risque d'érosion. Enfin, voilà, eux doivent prendre ça en compte dans leur calcul de police d'assurance. Donc, c'est évident que pour leur durabilité économique, en tout cas, ils doivent le prendre en compte. Donc, ouais, il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Merci. Voilà, je voulais ajouter qu'il y a une urgence absolue en ce moment. Moi, je suis militant Greenpeace, donc je suis un peu dans vos cordes. Et l'urgence absolue concerne le pétrolier Total. Total veut forer au large de la Guyane et un peu du côté du Brésil, dans des zones où on a découvert le plus beau massif de coraux qu'on n'imaginait pas du tout, parce que c'était des zones troubles, étant donné que c'est l'estuaire de l'Amazone, et donc il y avait énormément disons de terre, etc. Et pourtant les coraux vivent là-dedans, et c'est peut-être le seul massif corallien qu'on connaisse, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas là-dedans. Et malgré les injonctions, les campagnes, enfin avec Greenpeace nous travaillons pas mal dessus, et malgré cela, ils s'entêtent. Total s'entête à vouloir forer. Total est une entreprise qui fait des bénéfices et qui est encore subventionnée par l'Europe. Tout ça parce qu'elle produit du pétrole. Donc il y a un non-sens absolu au niveau européen, puisqu'enfin c'est notre mission de faire changer les choses au niveau européen avant qu'ils puissent agir par la suite au niveau mondial, mais balayons devant notre porte, et donc c'est à nous à faire les premiers pas de ce côté-là. Du côté de 350.org, bien sûr nous travaillons aussi ensemble, et on voit qu'une des conséquences des émissions de CO2 est l'acidification des océans. Et là on n'en parle pas beaucoup, mais malgré tout, les océans, donc tout change, étant donné que l'océan devient de plus en plus acide. Et ce qui veut dire que... Et aussi le fait que le CO2 qui malheureusement a été emmagasiné, on ne retrouvera plus le 350. C'est pratiquement impossible. Ce sera peut-être dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, on retrouvera ces... Donc, si vous voulez, c'est un point qu'on a dépassé, mais qu'on ne pourra plus retrouver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est évidemment d'arrêter les émissions de CO2. Alors, on parle beaucoup du transport électrique, les voitures électriques. Là aussi, il y a des conséquences climatiques énormes, parce que le minerai qui sert à faire les batteries, il n'y en a pas tellement.
Et l'électricité qui est produite, la France est très contente, elle se frotte les mains parce que ce sera l'électricité nucléaire. Donc, si vous voulez, il y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger. On parle très peu d'un autre vecteur qui pourrait être intéressant, c'est l'hydrogène. L'hydrogène ne demande pas, peut être fabriqué avec de l'énergie électrique renouvelable et peut remplacer les batteries. C'est-à-dire on peut avoir des petites batteries. On n'imagine pas des gros camions avec plein de batteries qui consommeraient tous ces minerais. Et puis il y en a tellement sur Terre que vraiment on ne peut pas imaginer. Donc il y a d'autres vecteurs importants qu'il faudrait absolument pousser et ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Oui. Non, merci pour la question. Et oui, en effet, alors, en fait, cette question, elle fait vraiment écho à l'augmentation des pressions anthropiques sur l'espace marin. Et c'est-à-dire que la pêche, c'était de tout temps, alors pas de tout temps, mais justement, on a vraiment eu un progrès technologique qui a permis d'impacter des zones qu'on n'impactait pas avant. Et donc, la pêche a vraiment été un exemple pour ça, parce que dans les années 50, on pêchait plutôt en côtier. Et maintenant, on pêche à peu près partout dans l'océan. On est capable de pêcher à peu près partout. Mais aujourd'hui, il y a absolument des nouvelles pressions qui sont là, et donc notamment les industries extractives, à la fois côtier et à la fois en pleine mer. Donc typiquement le cas de Total en Amazonie, il y avait aussi eu des discussions avec le Brésil qui voulait ouvrir des zones protégées au forage. Donc c'est évident que c'est une bêtise et qu'il vaut mieux laisser il faut mieux laisser ce pétrole là où il est, et puis qu'on impacte fortement le milieu marin. Alors il y a des négociations qui se font en ce moment aux Nations Unies sur ce qu'on appelle la biodiversité en haute mer, qui commence là et qui devrait durer jusqu'en 2020, même si avec les processus onusiens c'est souvent plus long, et où on verra justement le discours de l'Europe dans ces négociations qui porte en partie sur ces problématiques, donc notamment la problématique des industries extractives, la pêche, les industries aussi minières, parce que notamment quand vous parlez de batteries, et ben dans le fond de l'océan il y a du cobalt, il y a plein de minerais, il y a des terres rares qui vont être assez importantes pour tous ces problèmes de batterie, aussi dans les panneaux solaires où on a besoin de ces terres rares, et où donc les pressions vont augmenter. Et donc ce traité au niveau des Nations Unies, ça porte justement là-dessus, c'est est-ce qu'on peut avoir des aires marines protégées dans haute mer ? Est-ce qu'on peut avoir des études d'impact qui répondent à certains critères pour les différents projets et avec des critères communs entre les différents secteurs ? Et est-ce qu'on peut avoir aussi une augmentation de la capacité pour les pays en voie de développement, des transferts de technologies, et donc essayer un peu de réguler ce monde de la haute mer qui pour l'instant c'est un peu le Far West, premier arrivé, premier servi. Donc ça rejoint beaucoup ça et la place de l'Europe va être fortement observée. Parce que notamment par exemple sur les ressources génétiques marines, à l'heure actuelle, il y a une compagnie qui détient la moitié des ressources génétiques marines qu'on a trouvées, sur lesquelles on a mis un brevet. C'est l'allemand BASF, qui est un géant de la chimie, qui est le géant mondial de la chimie, et qui détient la moitié des brevets des ressources génétiques marines. Voilà. Parce que, alors, nous on se demande justement d'où viennent ces séquences, comment ils les ont trouvées. Il n'y a pas encore de transparence sur l'origine, et c'est aussi un des enjeux de ces négociations. Et puis ça va mettre aussi sur la table le rôle de l'Europe, et qu'est-ce que va faire l'Europe face à cette situation, et est-ce que l'Europe est capable de résister à certains lobbies pour proposer un cadre de gestion de ces ressources marines beaucoup plus équitable avec les pays du Sud et les États pacifiques insulaires et compagnie. Donc ça rejoint beaucoup. Et sur l'acidification, c'est un impact très fort. On voit des augmentations et c'est un impact qu'on commence à bien modéliser et qui influe beaucoup sur le début de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits planctons qui construisent des petites coquilles en silicate. Et donc avec l'acidification, ça ne sera pas disponible, ça ne sera pas possible. Et donc il y a des impacts très forts sur la chaîne alimentaire parce que le plancton, c'est un peu la base, c'est comme un geyser, ça nourrit l'ensemble de la chaîne alimentaire dans les océans. Et donc quel impact de l'acidification et quelle réponse et donc là, nous, en tant que de l'océan, on dépend beaucoup des industries terrestres et donc de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'espère que les pêcheurs vont s'engager là-dedans. Et c'est rigolo d'ailleurs sur l'hélium, c'est l'Islande qui travaille là-dessus pour ses bateaux de pêche, parce que l'Islande, 100% de son énergie, c'est à peu près renouvelable.
L'hydrogène, oui, pardon. Justement sur l'hydrogène, parce que l'Islande, 100% de son énergie est renouvelable, enfin c'est des barrages ou du géothermique. Et donc pour diminuer leur émission de gaz à effet de serre, la pêche représente un secteur assez important, ce qui est assez rigolo par rapport aux autres pays. Je crois que c'est 10%, 20%, enfin c'est un secteur assez considérable. Et donc ils travaillent à diminuer et donc essayer d'avoir des bateaux plutôt que d'être avec du fuel, d'être avec des batteries hydrogène ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des recherches qui sont faites et c'est assez intéressant. Ouais. Oui, sur Total au Brésil et sur d'autres projets comme ça de mines, de forage, de centrales, d'extraction, il y a deux champs sur lesquels on lutte, enfin deux raisons pour lesquelles on lutte. C'est qu'à la fois, si on veut rester dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui est déjà un échec, mais voilà, c'est que 80% du combustible fossile doit rester sous terre, donc en soi empêcher l'extraction. Et la deuxième chose, c'est que ces projets-là ont des impacts directs sur les écosystèmes et sur les populations qui y vivent. Donc il y a ces deux axes de lutte, à la fois quelque chose de principe qu'il faut arrêter d'exploiter les combustibles fossiles et le fait que ces projets en eux-mêmes ont des impacts directs. Donc on joue sur on attaque sur ces deux axes-là. Sur le fait que pour eux, que le fait de continuer à faire ça soit un non-sens, pour moi ça dépend dans quelle rationalité on se pose. Total a aucun intérêt à ne pas forer, à ne pas aller chercher ce pétrole, c'est leur boulot, ils sont là pour ça. Donc du coup, l'idée c'est, on est obligé de déplacer, de décaler, de se poser sur un autre champ de rationalité, en disant nous on n'est pas là dans un objectif de gonfler les profits de Total avec la vente de pétrole, on est là dans un autre objectif. Donc, et c'est pour ça que nous on va aller, plutôt que d'aller attaquer directement Total, parce qu'aller convaincre directement Total, on essaie de le faire, mais bon, c'est quand même compliqué vu que c'est à la base contre leurs intérêts. On va plutôt aller attaquer leurs financeurs. C'est pour ça qu'on est, nous, sur ces tactiques-là. Au niveau de l'Union européenne, il faut savoir que l'Union européenne considère que le gaz est une énergie de transition pour sortir de certaines énergies fossiles et aller vers l'énergie renouvelable. Quand on prend la chaîne au complet, c'est pas du tout un progrès. Donc on se bat aussi contre le gaz qui est pourtant présenté comme une solution au moins temporaire par l'Union européenne. Et dans cette idée de passer aux énergies renouvelables, nous, c'est notre mot d'ordre, c'est passer aux 100% renouvelables juste pour toutes et tous. À la fois, il faut aller vers là, faire les recherches, et tout notre argumentaire consiste à dire qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies du passé, parce qu'aujourd'hui, tout l'argent va vers les énergies qu'on qualifie du passé, et qu'il faut investir au contraire dans les énergies potentielles du futur. Et à la fois, c'est aussi une certaine croyance dans le progrès et dans le fait que les recherches vont nous permettre de trouver la solution miracle sans rien changer à nos modes de vie, qui probablement ça ne se passera pas comme ça. Donc on est sur deux champs. À la fois il faut investir sur la recherche pour trouver des solutions alternatives, et à la fois il faut complètement sortir de cette idée qu'on trouvera des solutions alternatives sans rien changer d'autre. Donc on est aussi là-dessus sur ces deux axes. Juste rapidement, bravo d'abord pour le travail que vous avez fait avec la BNP. Ça a marché chez Société Générale aussi, même s'ils ne se sont pas engagés vers l'extérieur. Il y a des instructions en interne très très claires pour qu'il n'y ait plus de financement fossile, parce que ces banques se font beaucoup de soucis. Qu'on puisse dire à la une des magazines et des journaux que ce sont de mauvais élèves et qui financent n'importe quoi. En revanche, on s'aperçoit que les financements classiques, donc des financements de projets classiques qui sont abandonnés, sont remplacés par d'autres financements qui sont des financements indirects et qui sont des opérations de marché, que ce soit sur des dérivés commodities ou sur des augmentations de capital boursière, par exemple, de petites sociétés qui leur appartiennent et qui leur permettent de lever des fonds sans que ce soit public. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là, parce que le financement direct, c'est assez facile à downtracker et tout de suite, on peut les mettre à la une des magazines. Mais il y a beaucoup d'autres opérations financières qui sont menées et sur lesquelles les banques gagnent énormément d'argent, et sûrement plus que sur les financements. Et comme ça ne se voit pas beaucoup, finalement, personne n'en parle, et elles se font du coup cet argent ailleurs, enfin voilà, pas exactement là où on les attend, mais il se fait quand même, et le financement se fait de cette manière-là de plus en plus. Et donc je ne sais pas où vous en êtes, des discussions avec eux sur ces
ces sujets de financement un petit peu dérivés qui font que le financement, à la fin de la journée, est toujours là. Et comment vous les attaquez sur ces points-là? Oui, en effet, c'est un peu tout le jeu de la finance qui est quand même l'univers de la débrouille, de la bidouille, pardon. Mais du coup, oui, c'est à la fois l'univers de la croyance et de la conviction, d'où le fait que nous, on les attaque sur leur image. Et là encore, hier, il y a eu une journée en France et en Europe qui s'appelait 10 Year Zone, qui n'est pas spécifiquement sur les combustibles fossiles, mais également, puisque 10 Year Zone, ça fait 10 ans ce mois-ci qu'il y a eu la chute de la banque Lehman Brothers, qui a lancé ce qu'on appelle la crise financière de 2008. Et du coup, là, le message d'hier, c'était, voilà, ça fait 10 ans que ça s'est passé, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, voire rien. Donc du coup, hier, il y a eu plus de 60 attaques de banques, c'est-à-dire que des groupes d'activistes sont allés voir, alors il y avait Société Générale, BNP, Crédit Agricole et HSBC, si je ne me trompe pas, qui étaient les 4 cibles, et avec collé des stickers sur les affiches dénonçant les financements et l'évasion fiscale pour cette campagne-là, et avec des salissures, pour montrer à quel point c'est des banques sales. Donc il y a vraiment un travail sur l'image et qui fonctionne, puisque typiquement on a par exemple, donc il y a eu une victoire à BNP Paribas qui s'est retirée, aussi au niveau de grands projets mondiaux, en Australie une mine de charbon dont le projet d'agrandissement a été stoppé parce que tous les financeurs européens et nord-américains ont retiré leurs billes, parce que suite à une campagne comme ça pour montrer à quel point c'est du financement sale. Pareil au Bangladesh, tous les financeurs se sont retirés, il ne reste plus qu'une banque parapublique en Inde et qui est difficile à attaquer en Inde, mais on continue la campagne, donc ça fonctionne. C'est-à-dire que attaquer les financeurs, ça permet d'arrêter réellement des projets. Maintenant, il reste cet univers de la bidouille et l'opacité qui existe pour les banques privées et qui existe énormément aussi pour les banques publiques, et là qui demande une expertise et un travail de recherche qui est très fort et qui fait que ça fait vraiment partie du travail des ONG et des associations qui sont mobilisées là-dessus, parce que c'est vraiment un jeu du chat et de la souris sur des objectifs parfaitement inconciliables. Donc c'est vraiment essayer de trouver les moyens de dénicher ça pour pouvoir l'attaquer spécifiquement. Mais en effet, il y a beaucoup de travail. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'à travers les exemples que vous donnez, ça montre à quel point ce combat ne peut pas avoir de frontières, à quel point il est impossible effectivement d'agir pour la biodiversité, pour le climat à l'échelle, alors même si des pays de fait agissent comme l'Islande, mais à quel point c'est un combat qui demande nécessairement une articulation internationale, et avec l'Europe ayant son rôle à jouer. Il y a une question que je voudrais aborder. Il vient de paraître un livre que je n'ai pas encore lu, de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, sur une plus grande escroquerie en France, qui était sur la question des compensations carbone, et qui pose la question, effectivement, au départ, de cette aberration, comme quoi, on puisse estimer que le droit à émettre du carbone puisse être compensé financièrement et donc laissé aux acteurs privés. Et là-dessus, j'aimerais votre position. J'y vais d'abord. Alors, c'est pas mon domaine de spécialité, mais alors je vais répondre plutôt en voyant comment on inclut l'océan là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toute une question à savoir le rôle de l'océan dans justement ces bilans carbone et quelle prise en compte dans les émissions et aussi dans la compensation, c'est-à-dire la restauration, notamment ces zones de mangroves. On sait que dans l'océan, on a et dans les écosystèmes côtiers et marins, on a des zones qui sont très importantes comme puits de carbone, donc les mangroves, on va avoir plutôt les tourbières en milieu terrestre. Et donc tout ce jeu aussi de la restauration, et est-ce qu'on peut inclure qu'est-ce qu'on peut inclure en tant que tel dans ces bilans carbone? Et ça, c'est un peu une question parce que c'est aujourd'hui une question notamment à travers les contributions nationales qui sont demandées aux États dans le cadre de l'accord de Paris.
et un certain nombre d'États qui se disent bah, moi j'ai de l'océan ça prend du carbone, est-ce que je le mets ou pas dans mon bilan et donc il y a des publics qui commencent à parler, des scientifiques qui commencent à parler de carbone de convenience carbone, c'est-à-dire qu'on l'inclut et sans vraiment en fait faire quelque chose dessus. Par exemple, je veux inclure une zone de mangrove dans mon bilan carbone. Et en fait, je veux inclure que cette zone de mangrove, je la touche pas. Et donc, en la touchant pas, bah, je mets du carbone j'aspire du carbone et donc ça rentre dans mon bilan. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça ou pas comme engagement ? C'est-à-dire, je ne détruis pas l'environnement, donc je sauve du carbone. Voilà. Donc, il y a un peu toutes ces questions de comment ces bilans carbone, comment la compensation aussi qui peut être faite. C'est-à-dire, est-ce que parce que je plante 3 palétuviers, tout d'un coup, je peux émettre beaucoup plus ? Sachant qu'il faut quand même beaucoup plus pour restaurer des zones de mangrove, et il faut œuvrer à cette restauration des zones de mangrove qui sont décimées, notamment en Asie du Sud-Est, pour faire de la crevette d'élevage, beaucoup, pour mettre en place de l'agriculture et compagnie. Donc voilà, ces questions sont assez ouvertes, et pour le moment, c'est un peu la jungle, et ça manque encore une fois de directives, de préconisations, de transparence à des échelles européennes et à des échelles internationales pour arriver à un système vraiment qui fait sens, à la fois pour la restauration écologique, pour l'océan, pour la préservation de la biodiversité, et pour avoir aussi une prise en compte de ces diminutions des émissions de gaz à effet de serre qui fait sens. Voilà. Mais sur cette question aussi, pour compléter, selon moi, c'est mieux que ça existe plutôt que ça n'existe pas, évidemment. Cela dit, ça ne contribue pas à changer de rationalité. C'est-à-dire que les entreprises intègrent ces coûts-là dès le début à leur projet, et finalement, ça fait que ça coûte un peu plus cher, et donc il va falloir trouver un peu plus de financement, mais ça ne change pas le problème de fond. Et pour moi, ça me fait penser, ce mécanisme, c'est tous les mécanismes de compensation financière, comme ça peut exister, par exemple, je vais faire des parallèles qui peut-être vous sembleront choquants, mais pour moi, ça relève de la même chose. Par exemple, le nombre de personnes handicapées dans les effectifs des entreprises. On est sur le même chose. Les entreprises doivent avoir ces 6 ou 10%, je pense, de personnes reconnues à AH. Et en fait, il y a plein d'entreprises qui préfèrent payer la taxe. Et là, en fait, on est dans la même chose, et elles intègrent ça à leur budget. Donc, en fait, on règle. Alors, peut-être que cet argent va du coup. Voilà, on peut trouver. C'est mieux que ça existe plutôt que ça n'existe pas. Donc, c'est un petit pas qui est peut-être bien, mais on est loin. On est très loin du compte sur le fait que le vrai problème, c'est qu'il faut changer de rationalité sur ce qui est important ou pas, et sur le but qu'on poursuit collectivement. C'était pas des taxes carbone, c'était un marché carbone. C'est-à-dire que c'était encore plus vicieux, parce que l'effet dont vous parlez n'avait pas lieu. Parce que l'argent du marché retournait en fait dans le privé. En plus, on sait qu'il y a eu une mafia hallucinante. Mais du coup, il n'y avait pas d'effet vertueux, il n'y avait aucun cycle vertueux. C'est-à-dire l'argent de la régulation n'allait pas encourager de nouvelles initiatives plus radicales qui pouvaient faire changer les choses. Donc ça ne sert à rien. Le marché carbone, c'est une escroquerie. Alors, sur ce marché carbone, je sors un peu de mon rôle de Bloom Océan, mais parce que j'ai étudié un peu la question, mais en effet, il y a eu dès le début des arnaques, et après, au niveau européen, ça a beaucoup dépendu de différents pays. C'est-à-dire que l'Angleterre a directement augmenté le prix du carbone et a fait un marché un peu plus, on va dire, vertueux, qui marchait un peu mieux. Et au contraire, en Pologne, il y a eu toutes ces usines. Enfin bon, voilà. Donc et encore une fois, c'est au niveau européen. Il y a eu aussi différentes directions par différents États. Des États un peu voyous qui ont utilisé ce marché du carbone, et donc là encore ça appelle au niveau de l'Europe à plus de transparence, plus d'efficacité et puis plus de volonté politique. On va peut-être venir justement sur l'articulation de votre action avec le politique et les formes qu'elle pourrait prendre. Avant, j'ai une question qui est prégnante aussi dans l'Union européenne. C'est qu'on a beaucoup parlé du rôle des énergies fossiles, mais il y a également l'agriculture intensive et son rôle effectivement dans l'émission de carbone et dans le réchauffement climatique et sur les... Du point de vue des chiffres et de ce qui se passe, c'est sûr. C'est aussi une énorme cause de réchauffement climatique. 350, a priori, sauf erreur de ma part, n'agit pas sur ce terrain-là, se concentre sur les industries fossiles, puisque c'est quand même la plus grosse cause, et en plus une cause
qui est purement à but capitalistique. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est encore un autre problème complexe et sur lequel il faut absolument travailler, mais on n'est pas dans exactement les mêmes démarches par derrière, la même rationalité, encore une fois. Donc, j'avoue, je ne sais pas exactement quel est... Je pense que 350 n'agit pas sur ce secteur-là, donc je ne saurais pas répondre au nom de 350. Et ça a également un impact sur la pollution, donc sur les océans, Mathieu. Je ne sais pas si... Oui. Il y a toute cette question de toute façon de changer de modèle de production et donc qui rejoint et puis après avec l'interface terre-mer, c'est-à-dire que l'océan on récupère un peu tous tous les déchets terrestres. Alors ça s'est vu, il y a eu une émission là, Cache Investigation avec le plastique, donc le cas du plastique, mais c'est aussi le cas des apports nitrites, de l'eutrophisation avec ces marées vertes et des impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes côtiers et plein de petits poissons qui utilisent ces écosystèmes côtiers comme zone de nourricerie pour grandir. Donc voilà, donc nous, typiquement sur les activités marines, on va aussi dépendre de ce qui se passe sur le milieu terrestre et donc avoir une meilleure interaction aussi en termes de ce qui se passe sur le milieu terrestre, de protection et à travers ce changement de modèle d'agriculture qui va aussi impacter derrière directement l'état des écosystèmes côtiers et marins et leur état de santé. Oui, et il est évident que dans la perte de la biodiversité, qui est le thème de cette discussion, il ne faut pas oublier les pesticides. Les pesticides, c'est absolument ce qu'il y a de plus horrible en ce moment, et que la France était engagée à réduire ces pesticides. En fait, ils ont augmenté depuis 5 ans. Et c'est pas prêt, on est les premiers consommateurs au niveau population au monde, parce que les États-Unis nous dépassent, mais ils sont plus nombreux que nous. Donc les pesticides sont là. On sait que les 30% des oiseaux ont disparu, des oiseaux des champs que l'on voit. Moi, je suis né à une époque où quand j'utilisais ma voiture et pour aller d'un point A à un point B, quand je faisais un plein d'essence, la personne qui tenait la station venait nettoyer mon pare-brise de tous les insectes qui s'étaient collés. De nos jours, vous pouvez rouler pendant 6 mois et votre pare-brise est aussi propre qu'avant. Hein, sauf que peut-être qu'il y a une pollution mazoutée ou autre. Voilà, donc la biodiversité est vraiment en danger. Et alors, j'ai été présent dans une réunion où justement j'avais des agriculteurs conventionnels. Les conventionnels, on les appelle conventionnels parce qu'ils utilisent les pesticides. Et je leur ai parlé des oiseaux. Et ce qu'ils m'ont sorti m'a fait bondir. Parce qu'ils ont dit, oui, c'est vrai, les oiseaux ont dit plus ou moins disparu. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Mais il a dit, mais nous avons une réponse. On a enregistré des chants d'oiseaux et dans nos terrains, on met des haut-parleurs pour diffuser les chants d'oiseaux. Voilà la réponse d'un paysan qui travaille de façon conventionnelle. Il va diffuser avec des haut-parleurs des chants d'oiseaux. Donc j'ai vraiment bondi et dans la salle, c'est évident, les gens étaient mitigés. Ils étaient, comme on dit, assis sur leur chaise, ils ne savaient plus comment réagir après une pareille réponse. Du côté des océans, je m'excuse de prendre un peu plus le temps la parole. Du côté des océans, le réchauffement de l'eau de mer fait que l'absorption du CO2 diminue de façon constante. Dès que l'océan est trop chaud, il diminue. Et bien entendu, les effets secondaires, pas vraiment pour les gens qui en souffrent, c'est la force des typhons. Hein, n'oublions pas que les typhons, si l'eau est chaude, ils sont infiniment plus puissants. Et on en a tous les jours, là, on en parle actuellement. Donc il y a ça. Et d'autre part, le capitalisme essaie de tout tirer profit, c'est-à-dire le fait qu'il y a fonte des glaces. Ils veulent utiliser le passage du Nord-Ouest pour envoyer des bateaux en pleine mer, traverser, éviter de passer par le canal de Suez et aller faire là. D'autre part, il y a la fonte du pergélisol. Enfin, d'autres disent que c'est le permafrost. En anglais, c'est permafrost.
fait qu'il y a des cathares de méthane qui remontent à la surface. Et il y a des entreprises japonaises en particulier qui veulent capter ce méthane de ces nodules et les nodules du fond de la mer, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour en faire du profit, pour faire encore des choses. Donc, si vous voulez, il faut se méfier du capitalisme. Il est prêt à tout pour tout casser. De toute façon, on peut lui faire confiance. Bon, ça, c'est effectivement bon, comme on n'a pas encore du jour au lendemain trouvé le moyen, bien même si Emmanuel Docès en parlait fort brillamment hier, d'abattre le capitalisme, moi je voudrais proposer à nos deux intervenants précisément des préconisations, des mesures qui seraient immédiates à prendre, qui pourraient être prises au niveau européen pour effectivement enrayer la catastrophe, avec ce constat aussi, la mobilisation citoyenne associative est forte. Il y a Greenpeace, il y a Bloom, il y a 350.org, il y a Alternatiba. Sur ce champ, il y a vraiment une action associative, citoyenne, présente et forte, dont on peine à voir aujourd'hui l'articulation avec le politique. Je dis ça parce que j'ai assisté en tant que DM aux assises de l'écologie qui, pour le coup, rassemblent un certain nombre de partis conscients de l'urgence, conscients de la nécessité d'agir, mais on a un peu l'impression que l'articulation avec le mouvement social et le mouvement citoyen a un peu de mal à se faire. Alors l'un et l'autre, dans vraiment les préconisations, les mesures qui seraient immédiates, les directives, les politiques soit à supprimer, soit à renforcer en Europe, quelles seraient les priorités ? Déjà, au niveau politique, s'ils faisaient ce à quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire respecter l'accord de Paris qui a été signé par la France et par les autres pays européens, notamment si on parle de l'Europe, on irait dans la bonne voie. Or, pour l'instant, c'est pas le cas, très clairement. C'est-à-dire que l'accord de Paris, on ne passe pas au-delà de 1,5 degré d'augmentation et ça nécessite de laisser 80% du combustible fossile sous terre. Donc du coup, ça veut dire typiquement les banques publiques européennes, c'est impossible qu'elles financent ces projets-là. Donc il y a très clairement les institutions et les gouvernements ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de très clair qu'ils peuvent faire et qu'ils devraient déjà faire. Aller au-delà, c'est pour ça qu'il y a un mouvement après il faut s'organiser pour pousser les gouvernements et les institutions, les entreprises à les empêcher et les pousser à aller au-delà. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans un système économique qui repose sur les énergies fossiles. Notre système tel qu'il existe aujourd'hui s'est développé sur les énergies fossiles et en sortir, c'est très compliqué. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut en sortir. Donc du coup, on voit bien que pour les institutions, c'est compliqué d'organiser cette sortie puisque c'est un déséquilibrage total, notamment sur la question sociale, sur les questions de travail, de chômage, etc. Mais après, il y a des études qui sont faites pour montrer qu'il est possible de créer des emplois compatibles avec la destruction d'emplois que provoquera la sortie des énergies fossiles. Donc du coup, cette transition, elle est imaginée notamment, il y a une plateforme qui s'est créée il y a quelques années qui s'appelait 1 million d'emplois pour le climat, qui essaie d'imaginer la façon dont on peut... il y aura des destructions d'emplois, forcément, en sortant des énergies fossiles, mais il y en a plein d'autres qui vont être créées. Donc ça, c'est réfléchi par les organisations et les associations qui se mobilisent là-dessus. Donc c'est continuer à aller là-dessus pour forcer à prendre ce virage-là, qui n'est pas un virage évident, notamment pour des États dont c'est le principe d'un État, c'est de maintenir la paix sociale, c'est de maintenir la stabilité. Donc forcément, c'est compliqué pour eux d'organiser une telle transition. Il n'empêche que c'est là que la mobilisation populaire est importante. Mathieu ? Oui, je ferai la même première réponse, c'est de respecter les engagements. Je pense qu'on en est quand même là, c'est-à-dire qu'on a des textes de loi, on a des cibles de gestion, on a des deadlines, on a des dates butoirs, et malheureusement, c'est pas appliqué dans le climat, c'est pas appliqué dans la pêche. Dans la pêche, il y a une chose, il y a des mesures qui sont très claires. D'ici 2020, on doit gérer tous les stocks de poissons durablement. Quand on regarde ils doivent être tous à ce qu'on appelle le RMD, le rendement maximum durable,
une sorte de point de gestion magique où on dit il y a tel nombre de bateaux et on pêche le maximum qu'on peut pêcher sans mettre en danger après la durabilité du stock. Et quand on regarde ce qui est fait, il y a eu une surexploitation chronique dans les années 90. On a commencé dans les années 2000 à diminuer cette surexploitation. Dans l'Atlantique Nord-Est, on est passé de 70% à 40% de stocks surexploités. Et là, depuis les 3 dernières années, ça stagne. Et on n'est toujours pas. Donc, la directive de la Commission, la loi, dit que en 2015, tous les stocks devaient être gérés durablement et au plus tard en 2020. En 2015, ce n'était pas le cas. Et en 2020, la Commission et certains États commencent déjà à dire « ça va être dur pour certains stocks. Est-ce qu'on ne peut pas repousser à 2025 ?» Donc voilà, donc il y a très clairement, en gros, des deadlines à respecter. Il y a des politiques à mettre en place. On a ces belles cibles, que ce soit l'accord de Paris, que ce soit en politique des pêches. 2020, ça va être une date clé pour beaucoup de textes. Les résultats ne sont pas là et ça on peut s'en prendre qu'aux politiques et qu'au courage politique, à la volonté politique de mettre les mesures en place. Voilà, parce qu'on a la boîte à outils est à peu près là. Sur les d'autres mesures immédiates, il y a évidemment le dossier des subventions qui nous tient beaucoup à cœur à Bloom, c'est-à-dire interdire les subventions néfastes qui encouragent la surcapacité, la surpêche. Il y a des négociations qui se font en ce moment à l'Organisation mondiale du commerce pour que ça soit un mouvement mondial. Et pareillement, l'Europe a son rôle à jouer là-dedans. Et on a en Europe des taxes sur le fuel pour les navires de pêche qu'on refuse de mettre dans ces négociations. On dit non, mais ça, on négocie pas là-dessus. On a toujours le droit et en Europe, on le fera toujours. Sachant que l'ensemble de ces subventions, en fait, rendent un modèle de pêche profitable, alors que pour certaines pêcheries, elles ne le sont pas dès le départ. Et donc, on encourage des pêcheries à les pêcher, alors que c'est pas profitable, c'est pas rentable, mais elles le font parce qu'elles ont des subventions. Donc voilà, donc il faudrait immédiatement arrêter ces subventions. Et puis, il y a bien sûr la question, qui là aussi est une question un peu transversale à l'ensemble des domaines environnementaux, mais qui est la question de la transparence dans ces subventions, la transparence dans la gestion, la transparence des processus de décision. Nous, on le voit bien sur le cas de la pêche électrique en ce moment avec la procédure de trilogue, comme je l'expliquais, que c'est la Commission, les États membres et le Parlement, où là, il n'y a vraiment aucune transparence, c'est-à-dire c'est des négociations, sachant que beaucoup de textes européens aujourd'hui passent par ces procédures de trilogue pour arriver à leur forme finale. Et cette procédure de trilogue, elle est profondément opaque, antidémocratique. C'est des petites négociations dans des chambres noires où, voilà, au final, ça accouche du texte et il n'y a plus moyen d'avoir de pression démocratique là-dessus. Donc voilà, il y a aussi ça. Et ça rejoint aussi tout l'engagement politique et social dont vous parliez. C'est-à-dire comment, derrière, on a des répercussions politiques. Et notamment, à travers cette transparence, les politiques doivent rendre des comptes. Et on est aujourd'hui dans une situation où, bien souvent, l'absence de transparence, cette politique du petit arrangement, des petits pas ou des petites choses, nous fait que nous, citoyens, ne sommes pas en mesure de nous indigner, ne sommes pas en mesure d'avoir des politiques qui rendent des comptes. Et donc voilà, il y a aussi tout cet objectif à augmenter. Et le lien avec le social, nous on le voit bien dans le milieu de la pêche, c'est-à-dire quand les scientifiques disent vous avez le droit de pêcher 1000 tonnes de morue, c'est votre quota. Derrière, ça ne répond pas à la question qui va les pêcher. Et est-ce qu'on met en avant un modèle de pêche plutôt artisan, plutôt durable, avec des engins de pêche plus doux pour l'environnement, ou est-ce qu'on donne ce quota à un seul bateau industriel avec peu de marins à bord et des impacts beaucoup plus forts avec un chalut qui va traîner sur le fond notamment. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer de l'un à l'autre immédiatement, et c'est comme dans l'agriculture, il y a des transitions à imaginer, mais on est bien dans ces cas-là où pour le moment, au niveau européen, on a des textes qui nous disent que pour distribuer ces quotas, on doit se baser sur des indices environnementaux, sociaux, économiques, donc prendre en compte l'impact non seulement environnemental mais aussi social de la pêche, mais à l'heure actuelle, des procédures de répartition des quotas qui sont pas transparentes, qui bénéficient majoritairement à la pêche industrielle, qui va récupérer beaucoup de ses quotas. Et donc voilà, là encore une fois, des procédures à améliorer au niveau européen et des politiques qui doivent rendre des comptes, des États qui doivent rendre des comptes, pour que nous, ONG, puissions faire aussi notre travail derrière. C'est-à-dire de dire, là, c'est pas assez bien, et donc il faut agir.
Merci. La semaine dernière, j'ai été au Luxembourg, puisque je vis dans un paradis fiscal. Et j'étais à l'université du Parti de gauche du Luxembourg, et on avait comme invité Corinne Morel-Darleux, que vous connaissez peut-être, qui était au Parti de gauche, enfin qui est toujours au Parti de gauche d'ailleurs. Et on a discuté des choses qu'on pourrait mettre en place pour faire cette transition écologique. Entre autres, il y a quelque chose qui pourrait être fait, par exemple, c'est de rendre les accords de Paris supérieurs juridiquement, et ça c'est une action à la Cour de justice européenne, supérieurs juridiquement à tous les traités transatlantiques, traités avec le Japon, à tous les traités commerciaux. Ça pourrait être une idée. Mais elle a soulevé une idée qui, ma foi, est encore meilleure, qui serait dans l'immédiat, qui est un pouvoir que la Commission a, de sortir du calcul des déficits tous les investissements faits pour la transition écologique. Ça réclame pas un changement de traité, ça réclame rien du tout. C'est un choix que la Commission peut faire, un choix que la Commission a déjà fait après les attentats en France, où elle a sorti les dépenses de la défense de la France du calcul des déficits. Et par rapport à ça, il faut qu'on se pose la question des moyens. Et la question des moyens, je commence... Alors, on est engagé et c'est très sympa, mais la marche pour le climat est vraiment quelque chose de cool. Il faut voir jusqu'où on peut aller avec ça. Et est-ce qu'on peut se dire que dans l'horizon de la COP24, en décembre, on fait monter cette marche mensuelle, parce qu'il y a des gens qui veulent faire une marche mensuelle, nous on essaie d'en organiser une à Luxembourg, et on fait monter ça pour essayer de faire la première grève pour le climat. Parce que, oui, mais si on compte tous ceux qui ont voté pour des partis qui défendent ça, que ce soit les Verts, partout en Europe, que ce soit la France Insoumise, que ce soit Podemos, etc. Si on mobilise ces réseaux pour dire, ok, le 13 décembre, le 14, un des jours qui est pendant la COP24, on fait une grève pour le climat, il n'y a personne qui bosse. Avec une revendication claire, qui pourrait être celle du calcul des déficits. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à construire là-dessus, avec les forces déjà existantes, et ce mouvement qui peut-être, ça dépend de nous, est en train de prendre forme au niveau des marches pour le climat? Je complète juste ce que tu dis avec une des propositions qui est celle de Diem et qui demande encore à être fouillée, qui est non seulement, si tu veux, l'histoire de calcul mais qui est d'une part, non seulement la fin des subventions aux industries fossiles, mais également l'investissement, et un investissement conséquent dans la recherche pour la transition. D'autres questions, interventions, ou peut-être que vous voulez réagir? Oui, sur la marche pour le climat, je peux réagir. Ouais. Du coup, moi, la marche pour le climat, c'est à la fois une mobilisation qui était incroyable, la plus grosse mobilisation climat jamais vue en France. C'est celle qu'on espérait avoir pour la COP21, la COP21, en novembre 2015, et qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu les attentats 15 jours avant. Voilà, on a eu une farandole et 371 gardes à vue à la place. Donc là, on a eu cette mobilisation-là. Maintenant, qu'est-ce que ça a produit, cette mobilisation-là? C'est-à-dire que ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, qui sont descendus dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe après? En fait, c'est une marche pour moi qui ressemble un peu à la marche Je suis Charlie. C'est-à-dire que tout le monde est dans la rue derrière le même étendard, mais derrière l'étendard, en fait, il n'y a pas deux personnes qui ont la même idée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on clarifie ce pourquoi vraiment on se bat, et comment on le fait? C'est-à-dire que descendre dans la rue, ça ne fait pas changer un gouvernement. On sait que toutes les mobilisations qu'il y a eu, système de retraite, toutes ces choses-là qu'il y a eu ces dernières années, on peut descendre autant qu'on veut dans la rue, c'est pas ça qui fait changer. Donc, par contre, quand je t'entends parler de grève pour le climat, alors moi, c'est ma tradition aussi lutte sociale qui fait que, en effet, la grève est quand même l'outil le plus efficace contre des industriels. Là, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui est intéressant à imaginer. En tout cas, et moi, c'est mon métier, l'organizing, c'est justement comment on s'organise pour faire pression collectivement. Donc, la marche pour le climat était pas uniquement mais très largement spontanée dans le fait qu'il y a des gens qui sont descendus dans la rue qui ne sont pas organisés. Peut-être 80% des gens qui sont descendus dans la rue n'ont pas une tradition d'organisation et une tradition de descendre dans la rue. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont redescendre dans la rue, est-ce qu'ils vont faire au-delà de ça? Et ça, c'est collectivement qu'il faut qu'on puisse le rendre possible et qu'on voit comment est-ce qu'on fait avec ça, qu'on propose plein de choses, chacun a des envies et des façons de faire qui sont différentes, et que chacune puisse trouver sa façon d'agir dans un mouvement
mouvement global avec un objectif global qui soit nommé aussi, qui ne soit pas seulement je suis Charlie ou marche pour le climat, ce qui ne veut rien dire de façon concrète. Donc du coup, on a tout ce travail-là à faire, qui est un travail double et compliqué, à la fois être sur l'action, puisqu'il faut agir, et à la fois il faut réfléchir, avoir des espaces collectifs pour que tout le monde, que ce soit ceux qui sont sur ces sujets depuis longtemps et ceux qui veulent se mobiliser aujourd'hui, puissent échanger là-dessus pour pouvoir savoir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les points d'action. Il y a besoin de ce genre de débat comme on a actuellement pour pouvoir avancer. Et du coup, il y a à la fois un grand élan spontané qui est très net. La bataille culturelle sur la question de l'écologie, elle avance, c'est-à-dire qu'il y a quand même une conscience de plus en plus grande de ce problème-là, mais qui ne se transforme pas encore en changement effectif. Alors on parle beaucoup, et dans la marche de samedi, il y avait beaucoup ça, les gestes individuels. Il y avait le gros truc de je fais pipi sous la douche. Très bien. Au-delà de ça, comment est-ce que on s'organise collectivement pour faire pression ? Parce qu'on est là-dedans, c'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on fait pression face à des gens qui en face sont très organisés. Donc à la fois nous, même à 350, on a une méthode de pression qui est très axée sur l'image, donc on est beaucoup sur une bataille culturelle, sauf que c'est aussi une bataille matérielle, très concrète, mais cette bataille culturelle, à la fois elle avance et à la fois il faut qu'on continue à la faire avancer tout en l'alliant avec des batailles matérielles très concrètes. Et pour ça, en effet, l'idée de la grève pour le climat, je n'y avais pas pensé, c'est pas mal. Moi, je vais plutôt réagir sur le côté la commission, et je pense que ça renvoie aussi au poids de la commission, puisque la commission est un des organes majeurs et qui est force de proposition et sur un certain nombre de sujets. Et nous, ce qu'on voit actuellement sur la Commission européenne, en tout cas sur le cas de la pêche électrique, c'est une claire corruption morale. La Commission a fermé les yeux sur les dérives des Pays-Bas, a encouragé ces dérives en acceptant une fuite en avant de légiférer pour étendre cette technique de pêche. C'est ce qu'elle proposait, de l'étendre à toute l'Europe. Dans la Méditerranée, où plus de 90% des stocks sont surexploités, j'imagine mal cette technique de pêche être durable. Et donc c'est encore une fois aussi agir sur... ça renvoie aux élections européennes qui arrivent, et donc à toutes ces propositions de comment faire émerger des nouveaux projets, parce que la Commission n'est que le reflet après des élections européennes et des dominances politiques qu'on peut voir au niveau européen. Et donc là c'est pareillement, mais je pense que ça rejoint aussi le combat de Diam, d'essayer de construire des alternatives au niveau européen et d'avoir des programmes beaucoup plus forts, ancrés dans l'environnement au niveau européen, et la Commission n'est que ce reflet. Donc voilà, pour avoir des propositions de la Commission, il faut voter aux européennes. Et donc nous, on va aussi travailler là-dessus pour essayer justement de faire voir comment les différents partis au niveau européen se comportent sur les textes liés à l'océan, liés au climat, liés à l'environnement, et il y a tout à faire là-dessus pour vraiment faire prendre conscience aux gens que l'échelon européen, et c'est notamment la Commission européenne, peut être force de progrès, ou au contraire, dans certains cas, comme nous on le voit au niveau de la pêche électrique, être une force qui est contre-productive et qui lutte contre l'environnement et le bon état des écosystèmes. Voilà. Merci, oui. C'est une question que je me posais un petit peu depuis le début en tant que citoyen. Et quand tu parles du mouvement, vous parlez d'une action. L'action, c'est vraiment un petit peu comme dans la théorie du choc. L'action, c'est le choc pour bousculer, ça c'est nécessaire. Mais derrière, quelle est l'alternative concrète qu'on propose aux citoyens ? Parce que tout le monde a peur, mais finalement, tout le monde est très content de garder la tête dans le sable. Et on ne sait pas aujourd'hui. Les citoyens ne savent pas aujourd'hui qu'est-ce qui les attend demain, si oui, effectivement, on a du zéro fossile. Qu'est-ce que je fais ? Je prends une chaudière au granulé. Finalement, aujourd'hui, je fais quoi ? Je roule au diesel, c'est pas bien. Je roule à l'essence, c'est pas bien. Je roule à l'électrique, c'est pas bien. Mais je fais quoi alors ? Tant qu'on n'aura pas une alternative concrète et un monde concret à proposer aux citoyens, ils ne vont pas accepter d'aller dans cette direction-là, parce que de toute façon, ils en ont aussi peur que de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je ne sais pas s'il y a des liens avec la communauté scientifique, où il y a moyen de proposer une vision concrète du monde de demain, parce qu'on lit, on en voit partout des solutions. Lundi, on lit une super solution, et mardi, d'autres groupes, très, très bien aussi, vont vous dire qu'en fait, c'est pas bon du tout. Il est important de s'organiser pour pouvoir proposer l'alternative derrière. C'est un petit peu ce que je croyais entendre dans ce que vous disiez, en fait.
Et jusqu'où doit aller le citoyen dans sa démarche personnelle, parce que la fête de l'UMA est sponsorisée majoritairement par EDF, avec une publicité dans tous les trucs de la fête de l'UMA sur le mixte avec le nucléaire. Est-ce que je décide de ne pas aller à la fête de l'UMA parce que je considère que là ça va trop loin, c'est une question très provocante, mais d'un autre côté on est aussi en tant que citoyen confronté à des choix. Est-ce que je viens de débattre de l'écologie à la fête de l'UMA alors que c'est sponsorisé par EDF? Oui, non. Voilà, c'est aussi les questions que chacun se pose et on n'a pas forcément toujours, la plupart du temps on n'a pas les réponses. Non, juste une incise, je crois que ça se relie vraiment à une question d'imaginaire politique et d'imaginaire d'une société post-croissance, dont on pouvait... et encore, même Emmanuel Docès qui s'est amusé à écrire une utopie merveilleuse, cette question-là, pour moi, n'est pas tout à fait abordée dans son... Bon, on en reparlera. Mais en tout cas, effectivement, cette question d'imaginaire politique et d'inquiétude... parce que c'est une telle globalité de la réorganisation que c'est difficile effectivement pour le citoyen de ne pas soit sombrer dans la culpabilité, soit sombrer dans l'impuissance. Oui, du coup pour rebondir, en effet, on ne sait pas de quoi sera fait un monde zéro fossile et à quoi il ressemblera. Par contre, on sait à quoi il ressemblera si on ne fait pas ça. C'est-à-dire que, je pense qu'on ne saura jamais de quoi sera fait demain, c'est la définition du futur. En revanche, on n'a pas en effet de modèle tout prêt et rassurant. Si on sort des énergies fossiles, on n'a pas cette réponse. Je pense que personne ne l'a. En revanche, on sait vers quoi on se dirige si on ne prend pas le virage. Donc, je pense que c'est quand même une raison suffisante de se dire que si on ne prend pas le virage, on voit à quoi le monde va reconnaître. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tourne pas, parce que le savoir ne suffit pas pour agir. Mais c'est pour ça aussi que du coup, on essaie de répondre à cette question-là bien laborieusement. Par exemple, la plateforme 1 million d'emplois pour le climat, ça va dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est un dossier qui étudie clairement quels sont les métiers qu'il va falloir supprimer si on veut vraiment sortir des énergies fossiles, à combien ça se chiffre et où il se situe. C'est beaucoup des métiers d'ouvriers et comment est-ce qu'on peut imaginer reconvertir ces métiers-là, en créer d'autres qui soient compatibles avec le profil professionnel de ces personnes-là. Et du coup, c'est réfléchi. Voilà. Après, on reste dans la projection, donc on essaie de faire ce travail-là. Maintenant, je pense aussi qu'il faut... on ne peut pas attendre de savoir et d'avoir un modèle clé en main, ce n'est pas possible. Il n'y a que des régimes autoritaires qui pourraient répondre à cette question-là. Donc je pense on est obligé d'avancer autrement. Et sur l'action individuelle, je pense qu'elle est profondément liée à l'action collective. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être incohérent au point de faire une action collective sans être individuellement essayer de s'adapter. Mais l'action individuelle seule est relativement inefficace. C'est-à-dire que boycotter seule la fête de l'UMA, non mais cette question elle se pose surtout. Arrêter seul de prendre sa voiture, ok, 1 + 1 + 1 ça commence à faire beaucoup, mais en fait ça reste des gouttes d'eau. Et en revanche sur la fête de l'UMA ou d'autres choses, s'il y a une action coordonnée de pression, là ça peut entraîner des changements politiques. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Donc, en fait, les comportements individuels, c'est pas qu'il faut pas en avoir, c'est qu'en avoir de façon uniquement individuelle n'est pas efficace. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour éventuellement faire des flux de société suffisants pour faire tourner et qu'il y ait un effet de pression? Non, je dirais pas grand-chose de plus, parce que c'était très bien dit et je suis complètement d'accord. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de formule magique je pense qu'on a tous une idée à peu près d'un futur désirable en termes d'agriculture, en termes de pêche, en termes de progrès. Mais après, comment articuler ces futurs? Quelles sont les solutions technologiques qui sont là actuellement, qui seront présentes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Enfin voilà, on a beaucoup de choses et je pense que cette question elle a été aussi beaucoup posée par Cyril Dion avec son film et puis voilà les différents travaux qu'il fait, est-ce qu'on peut créer un imaginaire, est-ce qu'on peut amener les gens vers justement sortir de cette peur de quoi faire demain, pour au contraire essayer de dire c'est tout à construire. Et donc on n'a pas forcément de formule clé en main magique.
Mais est-ce qu'on peut justement essayer de travailler vers ça, voilà. Et sur le poisson, vous avez retrouvé sur les petits guides ce que vous pouvez faire au niveau individuel en termes de consommation de poisson, comment essayer de consommer durablement du poisson. Voilà, non, mais c'est un gros débat, et par exemple, c'est un débat qui drive aussi beaucoup les débats qu'on peut avoir sur l'Europe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on change l'Europe? Est-ce qu'on la change de l'intérieur? Est-ce qu'on essaye d'avoir un choc? Enfin, ça drive beaucoup les incertitudes. Mais ah oui, mais pour moi, en fait, c'est là où il y a la question scientifique qui est profondément politique. C'est-à-dire, quelle voie de recherche... Parce que la science, c'est de la politique. Hein. Quelle voie de recherche on privilégie? À qui on met les crédits de recherche? Est-ce qu'on met les crédits de recherche vers une batterie qui fonctionne avec des terres rares, mais d'où viennent les terres rares? Ou est-ce qu'on met des crédits de recherche vers du sol? Enfin, c'est purement politique. Et donc, les futurs qu'on peut définir à travers la recherche, les solutions technologiques, viennent de choix politiques aussi qui sont là en amont, donc les investissements qui sont faits. Donc pour moi, les deux sont très proches, et je pense que le scientifique seul ne répondra jamais à cette question. Oui, mais alors, je pense que c'est une vision de la science, c'est-à-dire que la science peut nous dire, et la science aura toujours raison. La science se gourre beaucoup, parce que la base de la science, c'est de critiquer ce qui a été fait, d'augmenter notre compréhension, de se rendre compte que le postulat qu'on faisait au départ est en fait faux. Et donc, pour moi, cette vision scientifique, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on doit absolument augmenter les crédits de recherche, essayer justement de faire émerger ces solutions scientifiques. Mais en l'occurrence, elle ne répondra jamais à tout. Enfin, et on se rend bien compte que de toute façon, toutes nos actions ont un impact. Et après, c'est dans les quantifications. Est-ce que ça, c'est mieux que ça? Est-ce que voilà. Et donc voilà. Donc pour moi, même cette idée d'une science magique qui nous, c'est pas ce que vous dites. Hein, quand j'entends bien. Mais voilà, il faut aussi garder et se rendre compte en fait que au-delà de la science, c'est le politique. Et la base, c'est le politique. Et ça va être dans leur choix. Voilà. Ouais, mais c'est là où du coup il faut à la fois à travers des choix politiques sur mettre des deadlines, typiquement ce qui a été fait par exemple sur les énergies fossiles par Nicolas Hulot, je crois, qui a interdit justement l'extraction d'énergie fossile en France à horizon 2040 enfin je dis peut-être des bêtises là, mais du coup c'est essayer d'avoir ces sortes de grandes cibles de gestion, le pétrole, le gasoil, derrière, ça reste à construire. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui est critiquable aussi sur le glyphosate là, c'est-à-dire qu'ils disent on l'interdit dans 3 ans, le temps que les solutions émergent. Et dire que ça sera interdit, ça va faire émerger des solutions. Donc voilà, donc c'est des questions de transition sur lesquelles à la fois je pense les scientifiques et les politiques n'ont pas toutes les réponses, mais où en tout cas le politique a sa place pour dire là, ça sera interdit, donc faites votre boulot, les chercheurs, mettez-vous en branle, et on compagnie, et on avance comme ça. Merci. Ouais, moi j'ai une question plus sur les politiques locales publiques et sur les questions de transition. Ça va pas sur les solutions pour faire la transition étape par étape, ce que tu disais qu'il y a des emplois Adeline, qui vont se détruire et d'autres qui sont à créer. Et aujourd'hui, dans les solutions qui émergent, Hulot, avant de partir, il y a 6-9 mois, il a mis en place les contrats de transition écologique pour travailler à l'échelle des territoires avec les collectivités, pour imaginer et se projeter sur les emplois qui vont être détruits, ceux qui pourraient être créés, et d'accompagner cette transition. Cette question de dire comment on fait concrètement à l'échelle locale, étape par étape. La question, c'est, je suis d'accord sur la méthode, mais sceptique sur ce qui en ressort. Est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus? Je sais qu'il y a 5-6 territoires qui sont engagés, mais est-ce que c'est positif ou pas? C'est juste pour compléter un peu ta question, parce que on dit on manque d'imaginaire et on manque peut-être de vision d'un monde sans énergie fossile, mais en revanche, on a des territoires d'expérimentation. À l'échelle micro, il y a des lieux, il y a le mouvement des villes en transition, il y a un certain nombre, il y a les ZAD, il y a un certain nombre d'expériences, effectivement. On est dans le micro. Ça ne produit pas forcément
un imaginaire macro, mais ça existe et c'est quand même assez foisonnant. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Oui, en effet, il y a plein d'expérimentations qui ont lieu un peu partout. Et donc, il y a celles qui sont non maîtrisées par l'État. Donc, en effet, les ZAD, ce genre de choses qui se posent en opposition et en expérimentation radicale. Les villes en transition qui sont un peu entre les deux. Et puis, les PCAET. Donc, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais je crois que tu l'as dit. Climat, aménagement, emploi de territoire, ou un truc comme ça. Contrat de transition écologique, donc voilà ça. Et donc ça, maintenant, c'est chaque ville supérieure à je ne sais plus combien d'habitants, de milliers d'habitants, qui doit mettre ça en place d'ici, je ne sais plus exactement quelle est la date butoir, mais elles doivent toutes être en démarche déjà, et globalement, elles sont toutes déjà en retard. Donc, mais ça doit avoir lieu partout, et ça doit se faire en concertation avec les habitants de la ville. Donc c'est fait, et après là, on retombe dans le problème de la démocratie dite participative, c'est-à-dire on est dans des instances de concertation. Est-ce que vraiment il y a le pouvoir? Est-ce que vraiment il y a l'information qui permet d'avoir un cadre qui permet collectivement de décider, d'avancer là-dessus? Il n'empêche que ça existe et que dans certaines collectivités, c'est fait de manière, je crois, intelligente et que ça permet qu'il se passe des choses. Maintenant, ça dépend vraiment de la volonté politique locale de comment ça se passe et donc est-ce qu'ils se donnent les moyens, eux, de créer du remous, parce que c'est quand même la définition de la démocratie participative, c'est que des gens qui sont en poste de responsabilité doivent créer de la contradiction à leur politique, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc est-ce qu'ils se donnent les moyens de créer cette créativité et qu'est-ce qui va en sortir? Donc, et ça, c'est difficile à dire. Maintenant, on reste dans l'ultra-local et il y a plein de choses qui peuvent se faire localement. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de choix qui peuvent se faire localement et on est dans quelque chose donc à la fois matériel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements effectifs matériels qui peuvent être faits localement, et dans aussi la bataille culturelle, puisque tous les gens qui vont participer à ça, c'est une opportunité d'y réfléchir et éventuellement d'avancer en compréhension et en imagination de la solution. Après, on a toujours ce problème aussi, qui est un problème pour moi lié à la démocratie participative de manière générale, c'est que comme toutes les idées qu'on peut avoir ne sont pas toujours possibles à mettre en œuvre pour des raisons ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, il y a aussi plein de gens qui ressortent de ces institutions-là, de ces cadres-là, en se disant en fait c'est cause toujours, et qui finalement ne retourneront pas dans les lieux de concertation parce qu'ils sont dégoûtés par une fausse concertation. Donc c'est aussi vraiment le risque de ces choses-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce qui veut dire que ça dépend réellement de la volonté politique de ceux qui le mettent en œuvre. Oui, je voudrais faire le lien avec la discussion qu'on a eue hier au sujet des migrants et la responsabilité de l'Europe dans tout ça. Quand on pense aux bateaux industriels qui sont subventionnés par l'Europe et qui vont piller les côtes de l'Afrique de l'Ouest, avec ces grands bateaux, ce qui fait que les malheureux pêcheurs sénégalais et tous ceux de la côte de l'Ouest n'arrivent plus à nourrir leur famille parce que leur pêche locale est complètement perturbée, il n'y a plus de poissons. C'est clair que la responsabilité de l'Europe est immense là-dedans, et en même temps elle se plaint que ces migrants viennent en Europe. En fait, on leur a imposé leur déplacement parce qu'on les a spoliés. De même, les responsabilités de toutes les compagnies pétrolières. Regardez Chevron au Nigeria. Chevron au Nigeria a pollué complètement toute la partie maritime de la côte du Nigeria. Et il n'y a plus de poissons non plus. Il n'y a plus de poissons. Donc il y a ce fait-là qui est important et que c'est une des responsabilités, sur le respect pour que ces gens-là puissent rester chez eux. Et c'est ce qui a été dit hier, ils le souhaitent de rester chez eux. Mais il ne faut pas non plus leur piller leurs ressources. Regardez, on pille les ressources. Maintenant, on achète des terres. Il y a des gens qui achètent les terres pour faire, en particulier, pour ne pas la nommer, la Chine, fait une agriculture, elle importe complètement tout ce qui est produit en Afrique. Là, je voulais parler aussi d'autre chose concernant la responsabilité de l'Europe. L'Europe participe à la déforestation.
elle participe à la défense intérieure. L'exemple le plus récent, c'est il y a quelques semaines. Regardez, Trump veut mettre ou voulait, je ne sais plus, de toute façon, ça, c'est pareil, il voulait mettre des taxes sur les exportations de voitures allemandes. Qu'est-ce qu'on a fait? Juncker est allé à Washington et il a dit maintenant on va pouvoir vous acheter du soja. Tout le monde sait que le soja qui vient des États-Unis est transgénique et que ce soja-là, il vient aussi du Brésil qui coupe les forêts pour mettre du soja. Voilà, donc l'Europe est prête à tout faire et à aller dans un sens contraire à la biodiversité, contraire au climat, etc. Voilà, donc c'est des points qu'il faudrait aborder. On s'achemine un petit peu vers la fin de ce débat. Peut-être aussi bien l'un et l'autre. Mathieu, tu voulais peut-être répondre et puis un mot de conclusion sur les urgences. Ouais, et je vais faire les deux en même temps du coup. Non, sur la problématique de l'impact des pêches européennes sur les pays tiers, notamment les pays du tiers-monde, c'est évident qu'à l'heure actuelle, on a des accords de pêche qui sont européens, qui sont faits avec ces pays-là. Donc c'est des subventions européennes, c'est-à-dire que nous et vous, qui payons des impôts, payons pour que des bateaux de pêche aillent pêcher en Afrique de l'Ouest ou dans l'océan Indien. Les Français, c'est beaucoup des pêcheries tonnières. Il y a aussi beaucoup de pêcheries de petits pélagiques pour faire de la farine, pour aller nourrir le saumon. Alors qui ne sont pas françaises, mais où on a d'autres pays qui sont sur le créneau. On a les Espagnols qui pêchent partout dans le monde et qui font des choses très sales dans beaucoup d'endroits et dans d'autres endroits un peu plus propres. Et donc ça pose aussi la question, encore une fois, des subventions et des subventions européennes et de quel droit de regard. Sachant notamment que ces accords de pêche doivent être faits normalement, c'est quand un pays ne pêche pas, on va dire, l'entièreté du quota. Ce petit surplus doit pouvoir être donné à d'autres pays et donc l'Europe se précipite là-dessus. Quand on regarde dans les faits, il y a plein de stocks qui rentrent dans ces accords de pêche où il n'y a pas du tout de quota qui est calculé et où c'est un peu, on donne des quotas de pêche à des navires européens. Donc l'Europe fait mieux que le reste du monde puisque au moins nos accords de pêche européens sont transparents, c'est-à-dire qu'on sait quel est le prix et compagnie. Quand c'est des accords de pêche avec la Chine, c'est beaucoup moins transparent, ou avec la Corée et Taïwan aussi, et le Japon qui rentre aussi là-dedans. Donc voilà, encore une fois, oui, en effet, l'Europe contribue, et notamment quand on revient au changement climatique, où ces pays vont être les plus durement impactés, ça pose toute la question de la gestion des pêches et de la gestion des pêches dans ces cadres internationaux, avec ces pays du tiers-monde ou ces pays en voie de développement. Donc voilà, donc c'est encore des problématiques. Nous, on travaille sur ces accords de pêche, donc on vous tiendra informé là-dessus avec plaisir. Et donc pour faire le message de conclusion, ça renvoie encore une fois, et je pense que c'est aussi un message commun avec James, c'est sur cette volonté européenne. Nous, dans la pêche, on est quand même et je pense que ça c'est un message assez important, c'est que les poissons n'ont pas de passeport. Donc si on veut bien gérer nos pêches au niveau français, il faut bien gérer en bonne intelligence avec nos voisins, et donc nos voisins européens. Et donc la politique commune de la pêche est certes insuffisante, les résultats ne sont pas là encore, ne sont pas suffisamment là. Il y a des améliorations, mais c'est trop lent, pas assez. Mais on a quand même un cadre européen à qui il faut donner de la vigueur, à qui il faut donner des dents, où les citoyens doivent s'intéresser, où les États doivent être redevables. On doit être capable de dire à un État: tu ne fais pas ton travail, fais-le bien. Voilà. Ce qui n'a pas été fait notamment avec la Hollande sur les Pays-Bas. Et donc on revient avec à la fois sur le thème de la pêche, quand on parle d'Europe, on est à la fois dans une obligation européenne, dans une obligation d'entente avec nos voisins, et sur ces problématiques environnementales plus largement, que ce soit la pollution de l'air, la pollution des rivières. Donc voilà, donc on est dans toutes ces problématiques fondamentalement européennes, et où à la fois l'Europe telle qu'elle est à l'heure actuelle est décevante, que ça soit dans simplement appliquer les textes, appliquer les décisions qui sont là, qui sont bien souvent courageuses, où il y a bien souvent la loi qui est là pour soutenir, mais où l'implémentation, la mise en place n'est pas assez courageuse. Et donc on a des chantiers européens à faire, une Europe à continuer à améliorer, à construire et à transformer pour plus de transparence, d'écologie et de citoyenneté aussi. Merci Mathieu.
Oui, du côté de 350.org, c'est comment agir. Nous, on est vraiment sur l'axe pas 1 euro de plus pour les énergies du passé. Donc ça veut dire qu'on attaque les financeurs et que là-dessus, on a besoin d'être le plus nombreux possible pour faire pression, notamment sur les banques publiques, qu'elles soient la Caisse des dépôts et consignations au niveau français ou la BEI, la BERD au niveau européen, qui sont des instruments normalement démocratiques, sauf que qui sont complètement opaques. Et donc la pression sur les États et sur ces banques pour empêcher les investissements là-dedans, puisque les énergies fossiles, c'est un gros tas d'or sur lequel qui intéresse énormément les financeurs, mais qui est une bombe écologique objective. Donc l'enjeu, il est là, de se battre là-dessus, en ayant conscience, pareil que sur la pêche, et comme l'avait dit Valérie, du coup, avec l'idée d'injustice environnementale, que ce sont les peuples les moins et les pays les moins à la cause du réchauffement climatique qui en subissent les plus gros effets, et que donc on ne peut pas se contenter de penser les choses localement, même si c'est au local que ça commence. La question, elle est réellement globale. Merci à Mathieu Colletter, merci à Adeline de l'Épinay, merci à toutes et tous.